Masechet Baba Batra, Daf Kouf Gimel Amud Bet, on va commencer par Kouf Gimel Amud Aleph en bas. Pachot Mikan Nimdadin Eima. J'ai donc lu la parenthèse. Dans la Mishnah, nous avions appris que si Reuven a vendu à Shimon un champ qui faisait Bet-Kor Afar Animocher Lecha. Un kor, on a déjà dit que ça correspond à 30 sé'in. Un Bet-Ca, c'est 50 coudées par 50 coudées. 2500 coudées carrés. Un Bet-Kor, c'est 30 fois plus, c'est 75 000 coudées carrés. On avait dit que si jamais il y avait des rochers ou des ravins dans ce champ, alors dans certains cas c'est acceptable, dans d'autres cas c'est inadmissible. Le vendeur ne peut pas lui refiler des rochers en tant que champ cultivable. On ne peut pas cultiver des rochers. Alors la Mishnah nous avait dit quel était le critère. Si les rochers ont une hauteur supérieure à 10 tfachim, ou les ravins ont une profondeur supérieure à 10 tfachim ou plus, dans ce cas-là, ce n'est pas assimilé au champ, et donc ce n'est pas intégré dans la vente. Il faut qu'ils lui fournissent encore une surface de terrain qui est cultivable pour répondre à leur convention. Ils ont convenu de lui vendre Bet-Kor Afar. Dans ce cas-là, il faut qu'ils lui fournissent Bet-Kor Afar, un champ qui est cultivable. Or, s'il y a des rochers supérieurs à 10 tfachim ou des ravins supérieurs à 10 tfachim de profondeur, eh bien, ce n'est pas inclus dans la vente. Mais la Mishnah a dit que si la hauteur des rochers est inférieure à 10 tfachim ou la profondeur du ravin est inférieure à 10 tfachim, ça peut être annexé au sol, ça peut être considéré comme le terrain qui est cultivable. Et donc, c'est vendu avec. L'Agmara, à ce propos, va nous donner une précision qui est très importante. Parce que on pourrait se demander, alors quoi? Étant donné que la hauteur des rochers est inférieure à 10 tfachim, alors tout est permis? Alors quoi? Imaginons que tout le champ, c'est que des rochers, inférieurs à 10 tfachim. Qu'est-ce qu'il va faire avec l'acheteur? Lui, il a acheté pour l'agriculture. Alors, quel est le sens de la Mishnah? Quand la Mishnah dit que si la hauteur des rochers est inférieure à 10 tfachim, alors l'acheteur doit accepter, il n'a aucun droit de réclamation. Alors quoi? Jusqu'où il est obligé d'accepter? Quelle est la mesure de l'acceptable et qu'est-ce qui est inadmissible? Alors, Amar Rabbi Yitzhak, Trashim She'amru Bet Arba'a Kabin. Rabbi Yitzhak nous dit que les trashim, les cailloux, les rochers qui sont inférieurs à 10 tfachim, ça s'appelle trashim, comme des cailloux. Le maximum que le vendeur peut refiler à l'acheteur, c'est Bet Arba'a Kabin, pas plus. Mais s'il y a plus de Bet Arba'a Kabin, c'est-à-dire que les cailloux s'étendent sur une surface supérieure à Arba'a Kabin, Bet Arba'a Kabin, dans ce cas-là, ce n'est pas acceptable. L'acheteur est en droit de réclamer une compensation. Il lui dit non, ici, il y a trop de rochers, donne-moi un terrain cultivable. Il est en droit de réclamer et le vendeur doit lui fournir. Quand est-ce que le vendeur peut s'échapper en disant « mais ça va, c'est naturel, il y a des cailloux, il y a des rochers dans tous les champs, qu'est-ce que tu veux ?» Quand est-ce qu'il peut en effet s'en sortir? C'est uniquement si ça n'a pas dépassé une mesure de Bet Arba'a Kabin. Quelle est la proportion entre un corps, Bet-Kor, 75 000 coudées carrés, et Bet Arba'a Kabin? On sait que dans un corps, il y a 30 CA. Dans une CA, il y a 6 cabines. Alors, il y a combien de cabines, combien de caves dans un corps? 180. 30 fois 6, 180. Arba'a Kabin,
par rapport à 180 cabines, ça fait juste 2,2%. C'est ça la mesure de l'acceptable. Mais si c'est plus que ça, 2,3 ou 4%, ça y est, c'est trop de rochers. Il est en droit de lui dire « Je n'accepte pas. Tu me donnes un terrain cultivable. » C'est la précision de Rabbi Yitzhak. Amar Rav Ukva bar Hama vehu shemuvla'in behameshet kabin. Rav Ukva bar Hama apporte une précision à la précision de Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak déjà nous a apporté une précision quant à la Mishnah. Et il nous a dit, attention, on ne peut pas tolérer que des rochers. Le maximum de rochers tolérables, c'est Bet Arba'a cabines. 4 cabines sur 180 cabines. Mais Rav Ukva bar Hama nous dit que même ces Arba'a cabines, ils sont acceptables uniquement dans la mesure où ils sont dispersés. Mais s'ils sont trop concentrés, ce n'est pas acceptable. Quelle est la dispersion requise? Il faut qu'au moins soit dispersé ces Arba'a cabines dans Bet Hamisha cabine, dans une surface plus grande que la surface des rochers. Ça veut dire qu'il faut que ce soit dispersé dans une surface où on peut quand même cultiver une partie de la surface où se trouve le rocher. Mais s'ils sont tellement concentrés, par exemple, le Bet Arba'a cabine de rocher se trouve dans un Bet Arba'a cabine de la terre. Ça veut dire qu'il y a un endroit où il n'y a que des rochers. Il y a 0 makom cultivable. Dans ce cas-là, ce n'est pas acceptable, intolérable. Même quand on a dit que Bet Arba'a cabine sur un Bet Kor, c'est acceptable, mais dans la mesure où c'est dispersé. Mais si c'est trop concentré, ça veut dire que ça fait que cet endroit, il n'est pas du tout cultivable, alors là, c'est inacceptable. Ça, c'est qui a dit ça? Rav Ukva bar Hama. Mais Rav Hiya bar Abba, au nom de Rabbi Yohanan, il est plus mahmir. Vehu shemuvla'in berubah shel sadeh. Il dit que ce Bet Arba'a cabine de rocher, ça ne suffit pas qu'il soit dispersé dans Hamisha cabine. Il faut qu'il soit dispersé dans le rov du sadé. Combien c'est le rov du sadé? Alors, regardez, venez, on va réfléchir ensemble. Regardez. Comme ça, on va avoir une base de données qui nous permettra de calculer facilement. Regardez. Il y a combien de CA dans un Bet Kor? Il y a combien de Bet CA? On avait dit que Bet CA, c'est 50 par 50 coudées carrés. Dans un Bet Kor, c'est 30 fois plus. D'accord? 30 fois plus. Ça nous fait, on avait dit, au lieu de 2500 coudées carrés, 50 fois 50, on a 75 000 coudées carrés. 30 fois 2500 coudées carrés, ça fait 75 000. D'accord? Alors maintenant, regardez comment c'est beau. Imaginez-vous, vous avez ici Roubo Shel Sadeh. Combien c'est la moitié d'un Bet Kor en Sein? Traduisez s'il vous plaît, convertissez en Sein. Quelle est la majorité de 30 CA? 16. La moitié c'est 15, la majorité c'est 16. Very good. 16 sur 30, 16 Bet CA sur 30. Maintenant, Arba'a cabine. Regardez. Dans un cave, vous avez combien de rova cave? Dans un cave, vous avez combien de rova cave? Bravo. Dans un, vous avez 4 caves, évidemment. Alors maintenant, dans 4 cabines, vous avez combien de rova cave? 16, bravo. Alors maintenant, on a la majorité du champ, puisqu'on a converti le corps, on l'a converti en séine. Dans un corps, il y a combien de séine? 30. La majorité, c'est 16. La majorité de 30, c'est 16. 16 séine, 16 CA. Et Arba'a cabine divisé en rova cave, ça nous donne combien? 16. Alors, ça vous fait un rova cave
pour une CA. Donc, on a dit que quelle est la mesure de l'acceptable? Quelle est la mesure de l'acceptable? C'est-à-dire d'avoir des rochers dans un champ qui est cultivable, mais les rochers, c'est une surface qui n'est pas cultivable. Quelle est la mesure qui est acceptable et tolérée? C'est Rovakav les Betsea. C'est ça? Ça nous donne exactement Rovakav les Betsea. Qu'est-ce qui se souvient? Dans une CA, il y a combien de cabines? 6 cabines, bravo. Dans une CA, il y a 6 cabines. Et Rovakav, ça fait combien? Un Rovakav par rapport à une CA, quelle est la proportion? Quel est le ratio? Ça fait combien? Je vous ai dit que dans une CA, il y a 6 cabines. Alors maintenant, Rovakav par rapport à une CA. On a dit que c'est ça la surface. La surface qui est tolérée, c'est Rovakav dans une CA. Quelle est la proportion? C'est très facile. Eywa, mes frères et mes amis, vous savez que dans une CA, il y a 6 cabines. Et là, on parle de Rovakav. Alors, ça nous donne quoi? 1/24e. 4 fois 6, 24. 4 fois 6, 24. Puisqu'il y a 6 cabines, et on a 4 quarts dans un cave, 4 fois 6, 24. Donc, ce qui fait que un Rovakav par rapport à un Betsea, c'est 1/24e. Voilà la mesure du tolérable. C'est ce que nous dit Rabbi Yohanan. Vehu shemuvla'in beruba shel sadeh. Contrairement à Rav Ukva bar Hama, qui a été super méquille, car il n'a pas exigé autant de dispersion. Il a dit, même si c'est très peu dispersé, parce que vous voyez, combien il a demandé? Il n'a pas demandé beaucoup. Il a dit, si ces Arba'a cabines sont dispersées dans un chétah de Bet Hamisha cabine, ça nous suffit amplement. Et le vendeur peut s'échapper, peut s'évader en disant, eh bien, c'est la mesure du tolérable. Mais Rabbi Yochanan ne dit pas du tout. Certes qu'au niveau du volume, c'est un volume qui correspond à la mesure du tolérable, mais étant donné que la dispersion n'est pas suffisante, c'est trop concentré, ce monsieur ne peut pas travailler là-bas, il ne peut pas cultiver beaucoup là-bas. Ce n'est pas bon. L'acheteur est en droit de réclamation. Alors, quelle est la mesure de l'acceptable selon lui, d'après ce qu'on vient de dire? Rabbi Yitzhak a dit, Rabbi Yitzhak, Trashim Shamru Bet Arba'a Kabin, 4 cabines dans un bet corps. Attention, il faut que ce soit dispersé. Comment? Vehu shemuvla'in beruba shel sadeh. Il faut que ces 4 cabines soient dispersées dans la majorité du champ. Et c'est quoi la majorité du champ? Puisque le champ tout entier, le bet-corps, il fait 30 CA, la majorité, c'est 16 CA. Arba'a kabin par rapport à 16 CA, eh bien, ça nous fait un Rovakav par CA. Puisqu'il y a 16 Rovakav dans Arba'a kabin. Dans Arba'a kabin, on a 4 fois 4 quarts. On a 4 quarts dans un cave. Dans 4 cabines, on a 16 quarts. Et on a 16 sé'in dans le rov du sadé. Le calcul est facile. Un Rovakav par CA. Rabotaï, jusqu'ici, c'était facile. Maintenant, on va avoir une question difficile dans le sens où on aura un peu de mal à imaginer, à visualiser. Mais Be'ezrat Hashem, c'est faisable. Regardez. Bae, Rabbi Hiya bar Abba, Ruban bemi'utah, ou mi'utan berubah, Mahu, Teko. Rabbi Hiya bar Abba pose une question que la Gemara laisse en suspens. Vous savez que Rabbi Hiya bar Abba, c'était l'élève de Rabbi Yohanan. Et c'est lui qui a relaté les paroles de son maître. Et il nous a dit que la mesure de l'acceptable dépend aussi de la manière comment c'est dispersé, éparpillé. Il ne faut pas que ce soit trop concentré. Si les rochers sont trop concentrés, ce qui rend l'endroit inexploitable pour l'agriculture,
eh bien, ce n'est pas acceptable et l'acheteur est en droit de réclamer au vendeur une surface de terrain cultivable à la place de celle qui est rocailleuse. Mais maintenant, la question est la suivante. Imaginons que sur le plan du volume de cailloux, le volume de rochers, ça correspond à l'acceptable. Mais c'est seulement la position de ces rochers qui pose problème. On a dit que quelle était la dispersion requise pour que ce soit acceptable. Rappelez-moi, on avait dit Arba'a kabin beruba shel sadeh. 4 cabines dans la majorité du champ. Et après analyse, on a trouvé que c'était très facile. Ça nous donnait 16 rova caves dans 16 betsea. Puisque 16 betsea, c'est la majorité d'un bet-corps. Dans un bet-corps, il y a 30 CA, donc 16 betsea, c'est la majorité. Donc ça nous a donné un rova cave par betsea. C'est facile. Mais maintenant, Rabbi Hiya bar Abba pousse le bouchon un peu plus loin. Et il dit, quel serait le din au cas où, admettons, au niveau de la proportion, tout va bien. Mais c'est au niveau de la concentration des cailloux qu'on a un problème. On n'a pas une dispersion au prorata. Exactement. Un rova-cave, un quart de cave, dans une betsea. Si c'était dispersé comme ça, tout va bien. Mais quel serait le din si ce n'est pas dispersé comme ça? Comment c'est dispersé? Regardez comment il va le dire. C'est juste du miel. Comment c'est ingénieux, sa manière de poser la question. Il dit, quel serait le din? Ruban bemi'uta. Ou mi'uta, ou mi'utan beruba. Maou. On a maintenant 16 betsea. On est d'accord? Dans le champ, on a dit que le rov du champ, combien c'est le rov du champ? 16 betsea sur 30. Très bien. Et dans chaque betsea, il y a combien? Rova cave. Mais quel serait le din si ce n'était pas comme ça que c'était éparpillé? C'est éparpillé différemment. Ruban bemi'uta. Écoutez la traduction. Ruban, leur majorité. C'est qui leur majorité? Aux pierres, bravo. La majorité des rochers, bemi'uta, dispersés dans le mi'ut du champ. Dans le mi'ut du rov du champ. Combien c'est quoi le mi'ut? La minorité. La minorité de la majorité du champ. Combien c'est la majorité du champ, on a dit? 16 betsea. Quelle est la minorité de 16 betsea? Alors, 16 betsea divisé par 2, c'est 8. Moins que 8, c'est 7. Très bien. Donc, 7 betsea, c'est la minorité. Et 9 betsea, c'est la majorité. D'accord? Donc, 9 et 7, c'est la répartition de minorité-majorité de 16 betsea, dont les 16 betsea eux-mêmes, c'était la majorité du bet-corps. Alors maintenant, écoutez bien. Il lui pose la question, si Ruban bemi'uta, qu'est-ce que ça veut dire Ruban? Le rov des pierres. Combien de rova cave on avait dit? Il y avait combien? 16. Il y a Arba'a kabin, vous avez raison. Mais ça fait combien de rova cave? 16. 4 divisé par 4, ça fait 16. Alors, il lui dit, quel est le din si le rov de pierre, c'est-à-dire sur 16 rova cave, c'est quoi le rov? Non, le rov, 8 c'est la moitié. Donc le rov, c'est 9. D'accord? On a, en termes de volume de pierre, il y a combien? 16 rova cave. Combien c'est la moitié? 8. Quel est alors, le rov? 9.
Quel est le mi'out? 7. Alors il lui dit, quel est le din? Quel serait le din si on a le rov de pierre, c'est-à-dire 9 rovas caves de pierre qui sont dispersés dans la minorité de la surface de ce Rubo Shel Sadeh, c'est-à-dire dans 7 Betsea. Oui, 9 rovas caves de pierre dans 7 Betsea. Et inversement, Mi'utan Beruba. C'est quoi Mi'utan Beruba? Et la minorité des pierres dans le rov des 16, c'est-à-dire dans 9 Betsea. Ça veut dire, au niveau de la concentration, j'ai un endroit où les pierres sont plus concentrées, dans le premier cas, c'est-à-dire le rov des pierres, combien on a dit? Le rov, 9 rovas caves dans 7 Betsea. Ça s'appelle Ruban Bemi'uta. Et inversement, Mi'utan Beruba. La minorité des pierres, c'est combien? 7 rovas caves qui sont dispersées dans Ruba, dans 9 Betsea. Vous avez compris quel est le sens de la question? Le sens de la question est le suivant. C'est que si on se tient qu'à des chiffres mathématiques, eh bien, on est bon. C'est dans la mesure de l'acceptable, du tolérable. Pourquoi? On a exactement, en termes de pierre, de volume de pierre, 16 rovas caves. On a exactement, en termes de surface où les pierres elles sont dispersées, 16 Betsea. Alors, 16 rovas caves pour 16 Betsea, tout va bien. C'est ce que Rabbi Yochanan avait dit, tout va bien. Mais Rabbi Hiya bar Abba dit, ok, tout va bien dans la mesure où c'était comme ça, mais quel serait le din si la dispersion, elle est différente? On a la même surface, on a le même volume de pierre, mais la concentration et la dispersion est différente. On a le rov des pierres qui sont concentrées dans le mi'ut, c'est-à-dire 9 rovas caves dans 7 Betsea, et inversement, on a le mi'ut de pierre, 7 rovas caves dans le rov du Sadeh, c'est-à-dire dans 9 Betsea. Est-ce que ça pose problème ou ça ne pose pas problème? C'est ça le Safek. Est-ce qu'il faut vraiment s'en tenir à la lettre de 16 dans 16, mais bidiouk? Il ne faut pas dépasser. Dans chaque Betsea, rova cave, et donc c'est là que c'est acceptable. Mais si tu as une concentration d'un côté et une dispersion de l'autre, eh bien ça ne marche pas. Ou bien ça marche. C'est ça son Safek. Parce que mathématiquement parlant, ça revient en même. Tu as le même volume de pierre dans la même surface de terre, c'est acceptable. 16 rovas caves dans 16 Betsea, c'est acceptable. Ou bien on va dire non, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas le seul critère. Il faut un deuxième critère, c'est que la répartition des pierres par rapport à la surface de terre, qu'elle soit homogène et symétrique. C'est-à-dire, rova cave de pierre dans chaque Betsea. C'est ça le Safek. Alors, l'Agmara dit, Teko, on n'a pas de réponse à cette question. Rabbi Irmia va poser plusieurs questions. Bae Rabbi Irmia, Kashir Mahu. Alors, on peut l'appeler Shir, on peut l'appeler Cher, ça fait allusion à un bracelet. Quelqu'un qui a un bijou. Un bracelet, ça s'appelle Shir ou Cher. En tout cas, c'est quelque chose de forme circulaire. C'est juste pour nous donner une idée de la forme, de la position des pierres. Les pierres, ces rochers qui se trouvaient dans le champ, étaient en forme circulaire. Maou,
est-ce que c'est acceptable ou c'est inacceptable? Pourquoi? Étant donné que lorsque les pierres ne sont pas dispersées partout, elles sont bien ordonnées. Alors quand le bonhomme arrive avec sa charrue pour labourer, en général comment on laboure? Eh bien, ce qu'on appelle shetiva erev, en longueur et en largeur, n'est-ce pas? En longueur, en largeur, la chaîne et la trame, shetiva erev. Quand il va arriver au niveau des pierres, alors là, il va soulever la maharecha, il va monter dessus. Il va continuer son travail. Mais il a une grande partie de l'espace qui est libre pour l'agriculture. Ce n'est pas des pierres un peu partout. Ce n'est pas dispersé en balagan. C'est kashir. Alors dans ce cas-là, est-ce que c'est acceptable ou pas? Kashura Mahu. Qu'est-ce que ça veut dire Kashura Mahu? Le Rashba m'explique que Rabbi Irmia va poser 4 questions. Kasher Mahu, Kashura Mahu, Itztadinin Mahu, Derech Akalaton Mahu. À chaque fois, il faut se dire que Rabbi Irmia pose la question crescendo. Même si tu vas me solutionner la question précédente, je te pose la question suivante. Kasher Mahu. Si c'est comme un shir, comme un bracelet de forme circulaire, tu me dis que dans ce cas-là, c'est acceptable, l'acheteur, il doit accepter, bien que parfois, il doit sauter au-dessus, il doit escalader la bordure de pierre, mais étant donné que c'est quand même agréable d'avoir un endroit entier qui n'est pas avec des rochers. Donc il y a une ligne à sautiller, à escalader, mais après ça, tout va bien. Dans la mesure où tu me dis que c'est acceptable, quand c'est dans une forme de chair, kashura mahu, quel serait le din si c'est comme une shura? C'est-à-dire que c'est une ligne droite au milieu du champ. Kashura mahu. Voilà le sens de la question. Quel est le din au cas où, sur tout le long du champ, au milieu, il y a des cailloux, il y a des rochers. Ces rochers-là font qu'il ne peut pas aller d'un bout du champ à l'autre. Il est obligé de faire que la moitié du champ, et ensuite l'autre moitié. Alors que lui, il voudrait faire d'un coup tout le travail. Est-ce que c'est acceptable ou pas? Pourquoi oui, acceptable? Parce qu'en fait, s'il veut faire l'effort de sauter au-dessus, il peut difficilement traîner la charrue, le bœuf et la charrue, sur les rochers et passer de l'autre côté. Alors, c'est ça la question. Est-ce que c'est acceptable ou intolérable? Itztadinin mahu. Si tu me dis que, dans ce cas, c'est acceptable, itztadinin, c'est-à-dire, vous avez ici le dessin. Vous avez vu que c'est comme une forme de corne de taureau. Vous savez comment ils faisaient? Ils amenaient dans un stade qu'on appelle Itztadion, on amenait les bœufs, les taureaux, pour jouer de la corrida. Alors, la forme des cornes du taureau, c'est juste pour nous donner une forme géométrique. Les pierres, les rochers n'étaient pas droits, comme ça, où on peut sauter facilement. Parce que tu sautes dessus, tu te retrouves encore avec une deuxième rangée. Alors, tu as 2 rangées de rochers, et qui, en plus, à l'extrémité, ça s'arrondit, ce qui fait que le travail agricole est très compliqué. Alors, tolérer ou pas tolérer? Après, il lui pose la question. Et même si tu vas me dire que ça c'est toléré,
akalaton mahu. Quel est le din si c'est comme un serpent? Regardez le W là que vous avez. Les rochers, ils sont en forme de W, des chemins tortueux. Alors les rochers, ils sont dispersés comme ça dans le champ. Le pauvre monsieur, comment tu veux qu'il travaille avec sa charrue? Allez, il tire la charrue au-dessus des rochers. Et après encore une fois, et après encore une fois. C'est très difficile de travailler dans ces conditions. Est-ce que c'est acceptable ou pas? C'est-à-dire qu'au niveau du volume, au niveau de la surface, ça correspond. Mais le problème, c'est la position. Il n'y a pas que la quantité par rapport à la surface. Il y a aussi une question de pratique. Est-ce que c'est praticable ici l'agriculture? Lui, il veut exploiter ce makom pour l'agriculture. Est-ce que une position pareille est acceptable? Voilà la raison pour laquelle Rabbi Irmia a posé 4 questions. Kashir mahu, kashura mahu, itztadinin mahu, derech akalaton mahu. Teko. La Gemara laisse toutes ces questions en suspens. On ne sait pas si c'est tolérable ou bien intolérable, et par conséquent, il faut qu'il lui donne encore un autre terrain qui est facilement cultivable. Tana, imaya sela yehidi afilu kol sheu en nimdad ima. Le sens de la braïta est le suivant. Imaya sela yehidi afilu kol sheu en nimdad ima. Rashbam explique que on parle ici d'un rocher qui était à proximité de la frontière du champ. Le Sela, il est collé à la frontière. Alors, au début, il parle de l'extérieur. À l'extérieur, mais ça, c'est beaucoup plus facile à comprendre parce que si c'est à l'extérieur du champ, donc ça fait plus partie du champ, évidemment. Mais il nous dit, idem, si le rocher se trouve à l'intérieur du champ, mais collé à la frontière. Alors il dit, dans ce cas-là, la Braïta nous dit, en nimdad ima. Quand est-ce qu'on dit que l'acheteur est obligé d'accepter la présence de rochers lorsque la hauteur elle est inférieure à 10 tfachim et la quantité elle est minime? Quand est-ce qu'il est obligé d'accepter? C'est seulement lorsque c'est au milieu du champ. Mais lorsque c'est au début du champ, dans ce cas-là, il peut lui dire non, le champ il commence à partir de là. Pas rocher inclus, rocher exclu, puisque je peux considérer que le rocher, c'est lui la frontière. Il est certes en relief de la frontière, il rentre dans le champ, mais il n'est pas au milieu du champ. Dans ce cas-là, nous dit la Braïta, il n'est pas obligé d'accepter la présence du rocher. Imaya sela yehidi afilu kol sheu en nimdad ima. Même si la surface du rocher elle est petite, il lui dit non, moi j'achète un sadé qui est cultivable. Qu'est-ce que tu comptes à partir du rocher? Pas du tout. Le rocher il est en dehors du champ. Même s'il est à l'intérieur du carré, mais étant donné qu'il est à l'extrémité, collé au Metzar, il lui dit non, le Metzar, la frontière, elle commence là. Même si le rocher est inférieur à 10 tfachim. Ouais. Ve'imaya samour la Metzer, afilu kol sheu en nimdad ima. Et s'il était collé au Metzer, à la frontière, même très peu, il n'est pas nimdad ima. Alors en fait, c'est ça ce que nous dit le Rashbam, c'est que cette braïta, elle nous parle de Sela Yehidi, et après elle dit Samour la Metzar. Rashbam dit Sela Yehidi en dehors du Metzar, et après à l'intérieur du Metzar. C'est comme ça qu'on peut comprendre les deux cas de la braïta, dedans et dehors. Bae Rav Papa, Mufsak Afar Benatay Mahu. Rav Papa pose la question, et il nous dit,
quel est le din s'il y avait entre le rocher et la frontière une petite interruption de terre. C'est-à-dire que le rocher n'était pas collé à la frontière. Il y avait quand même un petit espace entre le rocher et la frontière. C'était un espace de terre, mais inférieur à 3 tfahim. Moins de 3 tfahim. Vous connaissez la règle de la voûte. La voûte, c'est-à-dire comme pour la souka, par exemple, bravo, moins de 3 tfahim, c'est considéré comme collé. Est-ce qu'on va dire que c'est comme s'il n'y a pas de terre? C'est comme la voûte. Et donc, on ne peut pas prendre en considération cette petite parcelle de terre qui est inférieure à 3 tfahim. C'est comme si le rocher il est vraiment collé à la frontière. Ou bien on va dire non. Après tout, il y a de la terre. Et après, il y a le rocher. Quel rapport la voûte? La voûte, c'est au niveau des halachot, mais pas au niveau matériel. Concrètement, il y a de la terre. Donc le rocher, il est dans le terrain. C'est ça le safek. Bae, Rav Papa, Moufsak Afar Benataï Mahou. Teko. Là encore, la Gemara laisse en suspens. Bae Rav Ashi, Afar Milemata, Vetsunma Milemala. Afar Milemala, Vetsunma Milemata. Mahou. Rav Ashi pose encore une autre question. Et il dit, quel est le din si le rocher il n'est pas ancré dans la terre? Il y a du afar en dessous. Il est juste posé dessus. Est-ce que dans ce cas-là, on dit, il peut lui laisser? Ou bien on va dire non, c'est inacceptable. Quand est-ce que c'est acceptable? Quand c'est vraiment ancré dans le sol. Mais quand c'est juste posé sur le sol, c'est-à-dire, nous savons que le soc de la charrue, il fait 3 tfahim, 30 cm, 3 palmes. C'est la longueur du soc de la charrue. Quel est le din s'il y a un rocher qui se situe sous la terre, mais l'épaisseur de la terre qui est sur le rocher, c'est une épaisseur qui est inférieure à 3 tfahim. Donc le soc de la charrue ne peut pas passer par là. Il va se casser le soc de la charrue avec le rocher. Et qu'est-ce qu'on a dit? Que quand on a un rocher à proximité de la frontière, alors on a dit qu'on ne compte pas à partir de la frontière, on compte à partir du rocher. Le rocher, il est exclu de la vente. Mais dans le cas où il y a de la terre sur le rocher, il y a de la terre. Tu ne vois pas le rocher. Alors normalement, tu devrais compter le terrain, normalement, c'est-à-dire jusqu'à la frontière, bien qu'il y ait un rocher en dessous. Mais on peut dire que non. Étant donné qu'on sait qu'il y a un rocher qui est par exemple à 20 cm, pas 30 cm, donc le soc de la charrue ne peut pas passer par là. Donc c'est gênant d'avoir un rocher ici. Alors on ne peut pas compter ce terrain-là où il y a un rocher en dessous. Donc il faut commencer à comptabiliser et à chiffrer, à mesurer qu'à partir de l'extérieur du rocher. Peut-être oui, peut-être non. C'est ça les sfekot. Rav Ashi pose encore 2 questions. Primo, quel est le din si le rocher est en haut et la terre en bas, ou l'inverse, le rocher en bas et la terre au-dessus? Quel est le sens des 2 questions? Lorsque nous avons le rocher, mais la terre en bas, ça veut dire que le rocher, il ne va pas beaucoup en profondeur. Alors, dans ce cas-là, peut-être que, même s'il est proche du Metzer, il faut compter à partir du rocher, car le rocher, il n'est pas profondément ancré. Il y a de la terre en dessous. Il est juste posé en quelque sorte. Donc, il est compris dans la vente. Ou bien on va dire non. Et étant donné que, après tout, la charrue ne peut pas passer par là, eh bien, on ne compte pas. Primo. Deuxième question, si c'est l'inverse. Le rocher, il est sous la terre, à proximité de la frontière. Est-ce qu'on compte à partir de la frontière ou bien non, puisqu'il y a un rocher en dessous? Et quel est le problème s'il y a un rocher en dessous? Le problème, c'est que la charrue ne peut pas passer, étant donné que l'épaisseur de terre qui est au-dessus du rocher est inférieure à 3 tfahim, ce qui ne laisse pas la charrue traverser. Bochim tihiyu.